Bonsoir à tous. Bonsoir Thébaldo. Et merci. Merci pour ceux qui ont accepté d'accueillir cette conférence, pour ceux que je retrouve avec plaisir, pour ceux que j'ai eu le plaisir de rencontrer ce soir. Merci pour tous les autres qui, en sachant plus ou moins à quoi s'attendre, ont accepté de consacrer leur lundi soir à la pornographie. Je vous demande pardon s'il y en a certains d'entre vous que je choque ce soir, je vous demande pardon. N'oubliez pas que la question de la pornographie demande à être traitée avec la conscience d'un certain décalage dans les âges, à savoir ce que ceux d'entre vous qui étaient jeunes il y a très longtemps ont certainement une vision de la pornographie très différente de ceux qui sont jeunes actuellement. Ce que j'ai pu vivre de la pornographie est très différent de ce que les camarades de classe du petit bébé en rouge tout au fond connaîtront aussi. Voilà. Ça se joue à quelques années près, notamment par rapport au développement de Internet et au développement des téléphones portables. Où la compréhension que nous avons de la pornographie change beaucoup selon l'époque à laquelle nous sommes. J'irai vite, car il y a beaucoup à dire. Néanmoins, je prendrai le temps d'approfondir ce qui me semble important d'être approfondi, ce qui demande le plus de temps. Ce sera un voyage assez large qui couvrira beaucoup de sujets. Tout ce que vous verrez n'est pas nécessairement la farine de mon moulin. Je travaille beaucoup en réseau au niveau associatif avec des personnes qui étudient d'autres questions de la pornographie, parfois depuis d'autres pays, dans d'autres disciplines. Je leur dois beaucoup et je les remercie. Ce que nous verrons ce soir, je vous propose de l'accepter, mais aussi peut-être de le méditer par la suite avec ce début de la Bible merveilleux, consacré à la Genèse, consacré par la Genèse, à la question du péché et du regard. Évidemment, au niveau du couple, l'homme et la femme. Le programme ce soir, une vision de la situation, une panoramique générale, qui s'appuiera en bonne partie sur une revue de presse. Quel problème il y a à la pornographie? Et puisque nous parlons dans un évêché, j'approfondirai la question de la contribution de l'Église. Pourquoi se poser la question en tant qu'Église? Pourquoi est-il intéressant de savoir que l'Église s'est posé la question, notamment les papes? L'Église permet aussi d'aller particulièrement loin dans la réflexion, c'est ce que nous verrons, c'est ce que j'ai voulu aussi creuser dans mon livre. La quatrième partie sera davantage propositive, voilà. Tout cela dit, comment sortir, que peut-on faire? C'est un fléau, c'est une dimension absolument gigantesque, la pornographie, lorsqu'on réfléchit à Internet. Du coup, le pourcentage de fichiers, le pourcentage d'échanges, le volume que cela comporte. Les principaux sites Internet qui distribuent de la pornographie sont fréquentés par plusieurs millions d'utilisateurs individuels. Certains dépassent les 100 millions. C'est parmi les sites les plus consultés. En plus des sites qui proposent énormément de vidéos, de photographies. Du coup, c'est une grosse logistique derrière. Voilà. Ce n'est pas juste une page comme Wikipédia. C'est très très lourd et cela demande un effort considérable au niveau d'Internet. C'est un pourcentage massif des personnes ayant accès à Internet. Même des très jeunes, même ceux qui ne voulaient pas forcément tomber sur de la pornographie, même ceux très jeunes qui n'ont pas forcément été stimulés par l'élève de la classe au-dessus, qui lui a dit cap ou pas cap, voilà. Même ceux qui ne se posaient pas encore des questions sur la sexualité, très vite, en cherchant des choses absolument innocentes sur Internet, on tombe dans la pornographie. Cela s'applique également à des pays qui n'ont pas connu le Minitel, qui ont eu une diffusion relativement faible de la télévision, également d'Internet, mais tout à coup, dans ces pays, Internet et le smartphone arrivent, voilà. Et le cybercafé, voilà, le smartphone et le cybercafé par-ci, par-là, du coup, sans aucune transition, voilà, sans les revues de charme, les programmes la nuit à la télévision, sans les catalogues de lingerie, soudainement, la pornographie arrive comme un torrent. Ayons conscience de la diversité du contenu que propose la pornographie, de ce qui ressemble plus à une scène de couple consentante hétérosexuelle comme nous pourrions l'imaginer, à
des fantaisies qui vont très loin dans la brutalité, la bestialité, la perversion. Et aussi le nombre des participants, évidemment. Mais il est très aisé de passer d'un contenu à l'autre. Déjà parce que technologiquement, c'est facile. Internet le rend facile, mais aussi parce que des algorithmes vont nous proposer de plus en plus de contenu. En voyant ce qu'une personne peut chercher sur Internet, ben, sera encouragé à chercher autre chose. Voilà. Si certains d'entre vous ont acheté des livres sur Amazon ou écouté de la musique sur YouTube, ils comprennent ce genre de mécanisme. Sans arrêt, ils auront d'autres propositions. La pornographie n'est plus un sujet tabou. On en parle. Regardez, même à l'évêché. Non, il y a une évolution quand même. On en parle, mais du coup, avec un risque, ça en fait aussi un sujet assez normalisé. Voilà, c'est comme le tennis. Voilà. Principalement en ce qui concerne la vision que les médias, le cinéma, les journaux en donnent, et par rapport à la production de pornographie et par rapport à la consommation. Une pornographie qui est diffusée à travers de très 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 nombreux vecteurs. Vous les avez déjà lus, je ne vais pas les relire, mais bon, ça va vraiment du film au magazine, à la publicité, les jeux vidéo et ainsi de suite. Les réseaux sociaux sont évidemment des vecteurs privilégiés de pornographie. La production, le stockage, la distribution et aussi la diversification des types de pornographie bénéficient de l'évolution de la technologie. Imaginez l'un d'entre vous qui, il y a 30 ans, voulait se mettre à produire de la pornographie et à la distribuer à ses amis, ou même à la vendre à des inconnus. Imaginez. Un caméscope, des vidéocassettes, il faut brancher. Là, on va copier les vidéocassettes, bon, d'accord, il faut un magnéto, on va copier tout ça. Puis, je vais les poster, hein, si je veux les vendre, ça prend du temps, c'est grand, c'est volumineux. Là, c'est ça, voilà. Avec ça, je peux produire, je peux distribuer, je peux stocker. Et je peux aussi voter, liker, commenter, voilà. Beaucoup de pornographie tombe dans une dimension amatoriale. Du coup, les grandes vedettes pornographiques d'il y a quelques décennies, maintenant on les imite. Chacun peut produire un peu son porno à lui et le partager. Beaucoup également de gratuité. Voilà, une grande portion de la pornographie est gratuite. Deux commentaires néanmoins. Une partie de ce monde gratuit c'est une passerelle vers le payant. Et un autre commentaire, ce n'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas un chiffre d'affaires colossal derrière, en publicité, mais aussi autre chose. Cela concerne évidemment la pornographie que nos gouvernements considèrent légale, comme la pornographie que nos gouvernements considèrent illégale. Il y a de multiples liens, de multiples passerelles entre notre vie en ligne et la vie dans le monde réel, offline. Voilà. Tout ça ne s'arrête pas à l'écran, loin de là. Quelques données. Pourquoi m'appuyer sur les États-Unis de 2016 ? Parce que c'est les données qui sont disponibles maintenant. Pourquoi les États-Unis ? Parce que le fléau ayant démarré bien plus tôt aux États-Unis, puisqu'ils en produisent et consomment beaucoup, du coup ils ont une capacité de recueil des statistiques plus intéressante. Voilà, vous voyez l'accès plusieurs fois par mois et par semaine parmi les hommes. Voilà. Le pourcentage entre 18 et 30 ans, c'est énorme. Parmi les hommes qui regardent, 10%, ça c'est une donnée subjective, hein, reconnaît avoir une dépendance. Du coup, ils disent « j'aimerais bien arrêter, je n'y arrive pas ». Parmi les visiteurs des sites internet, un tiers de femmes à peu près. Voilà, du coup, la consommation augmente. On a longtemps considéré que peut-être les romans érotiques étaient pour les femmes, la pornographie pour les hommes. Voilà. Là, il y a une consommation de femmes et aussi une pornographie qui se développe pour correspondre aux attentes des femmes. Un quart à peu près de toutes les recherches sur Internet concernent la pornographie. C'est juste pour vous donner une image. Voilà. Ce sont des statistiques qui se périment vite, qui changent d'un pays à l'autre. Et l'Europe dans tout ça, l'Europe est un peu en retard, mais elle se calque petit à petit sur les États-Unis. Si l'on essaye d'interroger les pasteurs, hein, que ce soit des catholiques, des baptistes, des évangéliques, qui vient demander l'aide pour la pornographie ? La grande majorité, c'est des hommes mariés. Voilà. C'est la catégorie qui peut-être en souffre le plus. Voilà. Toujours aux États-Unis, pour dire au niveau des enfants, beaucoup d'entre eux, jeunes, ont déjà vu de la pornographie, de la pédopornographie, du coup, qui représente des enfants, des scènes de bestialité, de brutalité, de torture, de soumission, du sexe de groupe, du sexe homosexuel ou lesbien,
Il faut vraiment prendre avec des pincettes les 2 statistiques tout en bas. Ça, c'est légèrement obsolète. Voilà. Dire que 9 garçons sur 10 sont exposés à la pornographie avant 18 ans, non, ça ne tient plus. C'est plutôt 14, là. Voilà. Et voilà. Ça, c'est Kaspersky, c'est un logiciel d'antivirus. Et le logiciel Kaspersky peut être programmé de façon à proposer un filtre parental, du coup, qui interdit un certain type de page Internet si les enfants, ou du moins n'importe quel utilisateur, veut accéder à un certain contenu à travers cet ordinateur. On appelle typiquement un filtre parental. Voilà en gros ce dont Kaspersky promet de se protéger: la pornographie, les paris, les paiements, les grossièretés, la vente d'armes, etc., la drogue. Ça, c'est la moyenne de l'Europe. Du coup, une bonne partie des boucliers, on va dire, que Kaspersky active, c'est suite à des tentatives d'accéder à des contenus pornographiques. Bon, la France, prise par rapport à l'Europe, c'est quand même beaucoup plus lourd. Voilà. Du coup, il y a ce cas, une exception française, qui fait qu'il y a une grande demande de pornographie détectée par Kaspersky. Où vais-je en venir après cette panoramique? Avant tout, réfléchir en termes de relativisme, voilà, une sorte de flou artistique qui règne autour de la pornographie. Nous verrons ensuite les autres sujets. Voilà. La pornographie comme un système d'apprentissage, l'impact sur les comportements, la question de la dépendance, la question de la santé et la situation des plus vulnérables. Voilà ce sur quoi je vous demande de vous concentrer. Le rouge, c'est ce qui attire un rejet consensuel. Quoi qu'il y ait dans le rouge, tout le monde vous dira, a priori, indépendamment de sa religion ou de sa conviction, c'est dégueulasse. Voilà. Le cuivre, la couleur dorée, c'est le grand flou du relativisme. C'est là où on ne sait pas, ça dépend. Le blanc, je vous en parle plus tard, promis. Alors, commençons par le rouge. Bon, au Pakistan, une personne violée se plaint après que le viol ait été filmé. Bon, on comprend. Pas bien du tout. Une mère thaïlandaise est payée pour abuser de ses enfants en direct par un pervers Internet qui habite aux États-Unis. Et ça a été fait via Skype. J'aimerais que vous vous souveniez de cet exemple. Voilà. C'est particulier. Et du coup, il y a quelque part celui qui finance la pornographie, qui est le consommateur, mais quelque part aussi le metteur en scène en direct. Non, c'est les avantages de la technologie. Du coup, on peut directement expliquer à la personne dans le pays en voie de développement ce que l'on veut. C'est particulier, mais bon, c'est dans le rouge. Hein. Tout le monde va dire c'est pas bien du tout. Bon, personne tuée pour une vidéo snuff. Les vidéos snuff sont typiquement des vidéos pornographiques qui s'achèvent en meurtre. Bon. Du coup, là, c'est une affaire, un fait divers italien. La personne en situation de prostitution a été violée, filmée, tuée. Voilà, pour produire un type de pornographie particulièrement macabre, c'est pas bien. Enfant de 12 ans a violé sa sœur après avoir regardé des scènes de pornographie à l'école. Voilà. Lorsque j'ai présenté mon livre à la curie de Bordeaux, le cardinal Ricard a raconté plus ou moins la même chose. Il suivait une famille qui avait vécu ça. Bon, c'est quand même bête de violer sa sœur, c'est dramatique. C'est dramatique. À 12 ans, après avoir eu accès à l'école. Ah, ça c'est tout de suite. Là, attention, on passe dans la couleur cuivre. Hein. On passe dans le relativisme. Ça va mieux comme ça si je parle plus fort? Désolé, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais vous auriez pu me le dire plus tôt aussi, excusez-moi. Alors, voyons, voilà. Observez cette image, ce noir, ces images floutées, ce rose piquant, le site interdit, gna 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 en. C'est quoi, à votre avis? Qu'est-ce que ça peut être? Perdu. Ça vous amuse? C'est le site de la SNCF en 2014, c'est rigolo. Vous imaginez le coup de com'? Du coup, il y a un attaché de com' qui a dit « Allez, on va faire une pub porno pour la SNCF ». J'imagine quelqu'un qui a dit « Non, ça va pas marcher ». Puis 3 gars dans la salle ont dit « Oui, t'en fais pas, ça va marcher, on va le faire ». Voilà. Du coup, ben voilà, c'est la SNCF qui s'est fait ce site-là en misant sur le fait que tous les clients auraient compris, évidemment. Du coup, ces mecs
profitent du show aux premières loges, où iront-elles pour seulement 10 euros? C'est particulier, hein. La SNCF, bon. Ikea fait des choses très semblables, ceci dit, mais bon. Une fille qui a participé à un film porno amateur se suicide, bon, se tire une balle, se suicide, après avoir été charriée violemment par ses camarades de classe. Du coup, imaginez la fille qui fait un porno, peut-être le premier de sa vie, hein, qui se fait reconnaître par les gars de son lycée ou d'un ancien lycée, qui se fait traiter, j'imagine, de salope par toute la ville et qui se tire une balle. Mais c'est peut-être pas la faute à la pornographie, ah non, ça c'est les gens qui sont pas gentils. C'est pas la pornographie, c'est la violence des commentaires en ligne. GTA, Grand Theft Auto, c'est un jeu d'ordinateur violent. Le but principal, c'est de voler des voitures et de tuer des personnes. Ce qui est un type de jeu vidéo assez particulier, mais voilà, à l'intérieur, il y avait une possibilité de développer une modalité pornographique dans le jeu. On dirait un jeu où il faut voler des voitures et tuer des personnes peut se passer de pornographie, a priori. On peut se satisfaire de voler des voitures et tuer des personnes. Mais là, non, là, les développeurs ont reconnu, oui, on a mis un mode, une particulière évolution pornographique. Pardon pour ça, c'est pas bien. C'est populaire, GTA. Hein. C'est très populaire comme jeu. Ça, c'est un site d'information que certains pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, ont développé en beaucoup de langues. C'est un site que je trouve que c'est un projet intéressant, vraiment, qui répond probablement à un besoin que ces gouvernements ont constaté, à savoir fournir de façon efficace, rapide, une information sur plein de sujets de la sexualité pour les migrants, enfin les immigrés récents, voilà. Du coup, il y a eu cet outil éducatif qui a été développé rapidement. Pourquoi pas? Néanmoins, voilà, la pornographie montre le comportement sexuel sous forme d'image. Les gens utilisent la pornographie pour s'exciter. Ce n'est pas un problème si vous aimez la pornographie. Beaucoup de personnes aiment cela, d'autres pas. Voilà. Pas de jugement de valeur, c'est une description. Alors, encore une page. Voilà, il faut vraiment que je garde le micro très près. Excusez-moi, j'ai l'impression de manger une glace. Alors, à gauche, c'est un article d'une revue de psychologues américains qui se demandent, mais est-ce que vraiment la pornographie est en train de ruiner quelques 500 000 mariages par an? Est-ce que 50% des divorces sont plus ou moins de près liés à la pornographie? Est-ce que c'est possible? Voilà. Au milieu de l'écran et sur la droite, j'ai mis 2 publicités de sites pornographiques. J'ai pas mis le nom de site. Voilà, du coup, au milieu, c'est voilà, la dose pornographie, comme ce pilule, voilà, la dose quotidienne de pornographie, qui dit, pour comme ça rassurer le consommateur, que 63% des consommateurs consomment de façon quotidienne et 27% avec leurs femmes. Alors allez, il ne faut pas en faire toute une histoire. Et c'est justement ce qui est écrit à droite, dans l'autre publicité, ce « It's not big deal », il n'y a pas de quoi en faire tout un plat, qui explique, attention, vous voyez la bouée avec les 2 silhouettes qui sourient, que la pornographie est un « relationship saver ». Ça sauve les relations, pardon. Voilà, comme quoi ça vous permet d'expérimenter d'autres choses, c'est bien. A priori, si vous proposez à votre partenaire de faire ce que vous avez vu sur l'internet, il va dire oui. Du coup, pourquoi pas, hein, après tout. Voilà. Ah oui, l'éducation sexuelle des adolescents devrait passer par la pornographie, dit un professeur de sexologie danois. Et un autre magazine se demande, est-ce que la planète pornographie c'est vraiment approprié pour l'éducation sexuelle? Posons-nous la question. Est-ce que la pornographie est la bonne source d'éducation sexuelle? Parlons-en. Nous sommes ouverts au dialogue. Pas d'a priori, parlons-en. Et la question de l'addiction, de la dépendance. Tout ça, ce sont des headlines, des titres de différents journaux. Est-ce que l'addiction existe vraiment? Mauvaise, humiliante et qui crée la dépendance. Le gouvernement de Utah essaye de bannir la pornographie. Une revue d'étudiants ne devenait pas une victime de n'importe quoi à propos de la pornographie. Bon, flou artistique là aussi. Encore de la presse, mais j'arrête promis, mais pour moi c'est très important de vous montrer ce panorama du flou. Alors ça, c'est le gouvernement anglais qui, à l'époque c'était Cameron, le Premier ministre, a voulu réglementer de façon plus sévère la loi pour ceux qui consomment et produisent de la pornographie en Angleterre, et qui a décidé, nous n'allons rendre légal que des catégories encore moins violentes de pornographie, ce qui est bien.
comme idée, c'est bien. Et là, alors, ça c'est des producteurs et des consommateurs de pornographie qui ont été protestés sous les fenêtres du Parlement pour se plaindre, overban, du coup, pour se plaindre contre le bannissement, l'interdiction des actes agressifs sexuellement dans la pornographie. Ça limite la créativité artistique, la violence dans la pornographie. Bon. Des pubs pour du porno dans un magazine pour ados, bon ça vous l'avez déjà lu, mais c'était un magazine spécial Violetta, un personnage très populaire chez les jeunes filles, pareil. J'ai dû demander ce que c'était, je ne savais pas ce que c'était Violetta. Ça je trouve ça extrêmement révélateur, c'était lorsque je travaillais à mon livre, il y avait à Rome ce salon de la pornographie et de l'érotisme, comme il y en a dans plusieurs villes de temps en temps. Et celui-ci s'appelle Love Lab, du coup le laboratoire de l'amour. Et le sous-titre italien se traduirait de la sorte Bureau du bonheur, Rome, ville de l'amour. C'est merveilleux. Et ensuite, voilà, au fond, c'est un arrêt dans le Texas où le juge se demande si oui ou non il peut bannir le salon érotique de sa ville, et si oui, en fonction de quoi finalement. Alors, ceci dit, je vous assure que la pornographie est un système éducatif. La pornographie est un système d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que les images, tout le monde vous le dira, c'est efficace. Dans l'éducation, des images, ça aide. L'apprentissage demande aussi des buts, voilà, une stimulation, une récompense. Voilà. L'orgasme est une récompense. Faut-il des modèles pour une éducation, des héros ? Ben voilà, la pornographie va nous proposer des vedettes. Il y a des modèles aussi, des modèles de comportement. Beaucoup de jeunes filles suivent des porno-acteurs sur Twitter, convaincus que c'est ça l'homme idéal, et beaucoup de jeunes hommes vont suivre ou même tweeter, dialoguer avec des porno-actrices, convaincus que c'est ça la femme idéale. Pour une bonne éducation, nous le savons tous, mieux vaut commencer jeune, la pornographie commence jeune. Et il y a par ailleurs quelque chose de très important dans la pornographie, il y a un anonymat, voilà, relatif parfois, mais ça aide l'anonymat, si je peux faire ce que je veux, consommer ce que je veux, sous le nom de, je ne sais pas, Zumbala 25, voilà, je reste Zumbala 25. Voilà. L'anonymat, ça aide. Le façonnement des comportements et des convictions. Alors, je vous demande pardon, la diapositive qui va suivre est horrible, c'est écrit tout petit, vous voyez, mais ce n'est pas moi qui l'ai réalisé. Et si j'ai fait un copier-coller, c'est de la partie violette, un peu plus mauve, ça se voit, voilà, la partie violette. Pourquoi j'ai fait ce copier-coller ? Parce que je l'ai pris dans une revue de l'éducation du gouvernement du Québec de 2007. Alors le gouvernement du Québec en 2007, personne ne peut le soupçonner d'être dans la main des cathos, dans la main des tradis, dans la main des paladins des dogmes ou d'une sexualité répressive ou tout ce que vous voulez. C'est une zone assez libre, très portée sur les questions féministes, radicales, etc. C'est une publication pour l'école du gouvernement du Québec. Je n'ai fait que rajouter le petit encadré bleu. Mais bon, en gros, que disait cette revue ? Voilà les effets de la pornographie chez les jeunes, chez les filles, chez les garçons. Vous avez probablement lu déjà une bonne partie des choses, mais il y a cette idée de l'image, voilà. L'image irréaliste. Penser que tout ce qui est montré, il faut le faire. Croire que tout est possible, tout est faisable, et tout cela est dans la norme. Du coup, il faut montrer que l'on est prêt à le faire, ou prétendre, sinon on est hors du coup. On est has-been. D'où des relations sexuelles précoces, des perplexités dans l'identité, intérioriser beaucoup de mythes, dont le fait que les filles sont toujours prêtes à dire oui, les filles s'habillent de telle façon, se rasent de telle façon, accepteront toute une série de positions bizarres, seront toujours prêtes, voilà, ne jamais dire non. Parmi les problèmes, il y a ce qui est souligné de plus en plus, c'est le mythe du viol. Voilà, c'est-à-dire que les femmes sont toujours prêtes à être violées. En fin de compte, c'est agréable. Ce n'est que des salopes qui attendaient ça. La dimension de l'hypersexualisation, du coup une représentation. Parfois en France, on en a parlé à propos de certains concours de Miss pour des beautés, voilà, des mini-Miss. Cette vision extrêmement sexualisée de la personne. Mais quelque part, c'est ce que me disaient des chercheurs américains, ce que l'on peut observer, c'est la conviction chez un garçon qui consomme de la pornographie qu'une vraie femme, c'est du mauvais porno. Elle n'est pas aussi excitante,
pas aussi bien foutue physiquement, elle parle, elle n'est pas toujours d'accord, elle n'est pas forcément disponible, c'est quand même mieux la fille sur l'écran. Voilà. Chez les filles, l'impression de ne pas être à la hauteur, l'impression que pour garder son copain, il faut accepter tout ça, il faut dire oui, se demande comment attirer l'attention des garçons. Et du côté des garçons, ne pas savoir comment se comporter avec les filles, finalement, la liaison avec un écran rend incapable d'avoir une liaison avec une vraie fille. Une séduction, une relation, tout ça. Ne pas se sentir à la hauteur, c'est la question dramatique de la performance. Si vous imaginez une sexualité vécue en termes de performance, suis-je capable de ça? Arriverai-je à temps? Alors que finalement, la pornographie, c'est en très grande partie des montages. C'est des vidéos, c'est toute une technique savante mise au service de l'excitabilité de ce genre de contenu, mais là on le prend pour de l'or comptant comme des modèles. Il y a beaucoup de liens entre la pornographie et le fait que ça favorise la prostitution, soit parce que finalement le conjoint n'est pas d'accord, mais j'ai tellement envie d'essayer ça que je vais finir par aller demander dans le milieu de la prostitution. Parce que la pornographie met en scène de la prostitution, parce que ceux qui vont réaliser des vidéos pornographiques vont avec leur caméscope dans les milieux de la prostitution, parce que de plus en plus la pornographie se base aussi sur du direct. Beaucoup des jeunes filles en Europe de l'Est, en Amérique latine, qui sont des prostituées en direct. Je te paye un peu, enlève ton soutien-gorge, je te paye un peu plus, tu fais ça, etc. La technologie. Une conviction très forte que acteur porno, c'est un métier normal, et consommer la pornographie, c'est un passe-temps comme un autre. La question de la dépendance. Avant tout, reconnaissons que ça se discute. Au niveau des thérapeutes, des psychologues, il y a toute une série de réflexions sur la dépendance, sur le tabac, l'alcool, d'accord ? Mais la pornographie, finalement, on ne l'ingère pas, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Néanmoins, il y a une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé, qui de temps en temps met à jour ses grands documents sur les maladies. Et là, il y aura, nous attendons en 2018, un nouveau référencement qui parlera vraiment de les conduites sexuelles désordonnées et compulsives. Du coup, il y a un pas en plus vers cette reconnaissance-là. Des tests sont en cours, souvent dans le domaine neurologique. Du coup, ceux qui étudient le cerveau, plus que les sexologues ou les psychologues, parce qu'on arrive à faire certains liens entre une forte consommation de pornographie et certains impacts sur le cerveau. Là, l'étude en cours, de nombreuses études en cours, c'est passé de la corrélation à la causalité. Voilà. Est-ce que c'est plutôt, il a un cerveau comme ça, du coup il a tendance à tomber dedans, ou bien est-ce qu'il consomme beaucoup de pornographie, du coup ça a eu cet impact-là sur son cerveau. Voilà. Il faut faire attention à ce que l'on veut démontrer. Et par exemple, je rencontrais récemment un médecin espagnol, il travaille sur la pornographie comme facteur qui va inhiber les réflexes. Voilà. Du coup, un de ces exercices, par exemple, c'est mettre ces patients par rapport à des centaines d'images qui défilent et doivent constamment appuyer sur un bouton à chaque image, sauf si l'image est pornographique. Et son but, c'est d'essayer de démontrer comme quoi on a tellement tendance à y aller. Bref, voilà. Du coup, il y a beaucoup d'études. C'est très intéressant. Il y a une dimension émotive, certainement. Quelqu'un qui consomme de façon prolongée de la pornographie, peut-être il y a autre chose ailleurs, peut-être il y a autre chose en dessous. Une blessure, un traumatisme, peut-être c'est de la solitude, peut-être c'est une catastrophe, le chômage, voilà. Du coup, ne pas hésiter à aller creuser, à aller voir la pornographie éventuellement comme un symptôme, il y a peut-être autre chose en dessous. La dimension physique, qui est assez intéressante, cela reprend les études sur le cerveau, mais de plus en plus sur les hormones, voilà. Et le monde de la médecine, et le monde qui travaille sur les hormones, et ceux qui travaillent sur le cerveau, essayent de reconstruire, je dirais, l'effet de l'excitation sur notre cerveau, mais aussi finalement de la drogue. Vous imaginez, vous avez peut-être déjà vu des graphiques sur l'excitation de la drogue,
puis finalement non, du coup j'en reprends pour être excité un peu plus, puis j'en reprends, voilà. Mais je ne sais pas, certains essayent de réfléchir à la représentation de l'excitation et de l'orgasme, c'est ce que je vous propose de faire ce soir. Alors, imaginez une phase de désir si je regardais de la pornographie. Voilà. Excitation, un moment de plateau, tant que ça dure, c'est agréable. Et tout cela est évidemment accompagné par une série de mécanismes chimiques qui accompagnent notre cerveau, évidemment. Tout est lié. Notre cœur est une machine sophistiquée. La libération de l'orgasme, suivie d'une détente, d'un bien-être très court, et un écroulement dramatique, parce que toute une série d'hormones ont arrêté d'endormir ou d'exciter chimiquement. Il y a ce gouffre monstrueux que notre cerveau n'a pas du tout. Notre cerveau, tout ce qu'il veut, c'est revenir ici. Et quelque part, ce mécanisme, en se répétant, rend la situation d'autant plus douloureuse, une certaine accoutumance, donc on y revient de plus en plus souvent, avec une pornographie un peu plus forte, un peu plus excitante, et ainsi de suite. Il y a une objection que certains d'entre vous pourraient soulever. Je vais vous dire quelle est l'objection que vous pourriez soulever. C'est, mais enfin, en couple, c'est la même chose, après tout. Le désir, si je faisais l'amour à mon partenaire, ma femme, mon mari, on s'excite, les préliminaires, le plateau, tant que ça dure. L'orgasme, non, c'est pas la même chose. Il y a un épanouissement. Il y a un épanouissement, un lien qui est sexuel, qui est physique, qui est spirituel, qui est émotif, qui est affectif. C'est pas la même chose. Il n'y a pas ce gouffre dramatique après. Il y a une très très grande différence. D'autres hormones prennent le dessus. C'est fondamental. La question de la santé, cela, vite fait, ça concerne essentiellement, évidemment, les acteurs, mais ceux qui s'en inspirent. On parle souvent de conduite sexuelle à risque. Si quelque part la pornographie, c'est fait n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, comme tu veux, on s'expose à des risques. Surtout que la pornographie a un très 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 mauvais rapport avec le préservatif. Il vaut mieux surtout pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que le consommateur n'aime pas ça. C'est plus excitant, ça. Maladie sexuellement transmissible, mais essayez de penser déjà à quelqu'un qui a passé une partie de sa vie devant la pornographie. Déjà, j'imagine, lorsqu'il termine, il ne se dit pas « Ah là, c'était vraiment 2 heures, je suis content de moi, c'était 2 heures vraiment enrichissantes, j'ai passé un bon moment. » Et vous imaginez la fraîcheur le lendemain au travail, l'angoisse lorsqu'on est avec son smartphone, et de l'autre côté du lit, sa femme lit un roman. Et si je me fais griller, purée, si je me fais griller, si je me fais griller. Ou au travail. Plusieurs dysfonctionnements sexuels. Beaucoup de sexologues sont consultés souvent par des hommes qui disent « Bonjour madame, j'ai ce problème-là, j'arrive pas à m'exciter » ou « éjaculation précoce », etc., etc. Et après avoir exposé les problèmes, ils disent « Au fait madame ou monsieur, est-ce que vous pensez que ça peut être dû à la pornographie ?» Oui, répondent les sexologues, oui, c'est lié. Voilà. La question des plus vulnérables. Il y a une dimension de néocolonialisme assez logique finalement, si l'on voit le sexe comme un marché, le sexe comme un bien sur lequel générer un revenu économique. Finalement, la pornographie, c'est le commerce, et il faut amortir la production, il faut abattre les coûts de production. Du coup, il convient d'aller dans les pays où ça coûte le moins cher, où les personnes sont moins protégées, moins exigeantes, où les personnes sont les plus pauvres, où elles vont accepter encore plus facilement de tourner n'importe quoi face à une caméra, sans aucune protection, etc. etc. D'où cette conversation Skype entre cet Anglais, tranquille chez lui, qui demandait aux Thaïs, aux Philippines, de créer de la pornographie en direct. D'où beaucoup de pornographie qui est consommée aux États-Unis, en Europe, et produite en Russie, en Afrique, en Amérique latine. Parce que là-bas, ça coûte moins cher. La dimension de la prostitution, j'ai déjà fait le lien, le trafic de personnes dans tous les pays, tous, il y a des personnes en situation d'esclavage liées à la sexualité.
aussi dans les pays européens, certaines de ces personnes, c'est la pornographie. Et très souvent, lorsque des personnes, souvent d'Afrique ou d'Amérique latine, sont piégées dans des réseaux qui les prostituent, il faut les éduquer. On parle souvent d'un dressage. Et là, l'éducation, c'est la pornographie. Voilà, regarde ça, c'est ça que le client sur le trottoir te demandera. Et il y a des fragilités émotives et sociales, les questions les plus vulnérables, voilà. Des personnes en manque de repères, des personnes blessées. Je pense à quelqu'un qui s'est plus ou moins débarrassé de la consommation de pornographie, qui est retombé à la mort de son père. Égarement, du coup, il est retombé là-dedans. La question des enfants, parce qu'ils tombent dedans très tôt, très vite, ils n'ont pas les critères, ils n'ont pas le recul, ils sont très facilement influençables. Je me souviens très très bien des premières images pornographiques que j'ai vues, et c'est le cas pratiquement pour tout le monde. C'est gravé au fer rouge. Beaucoup de personnes peuvent dire, je sais, c'était un Playboy près d'un arbre, c'était une vidéocassette chez ma grand-mère, c'était voilà, ça reste, ça marque. Et, je vous ai dit tout à l'heure, ça influence le comportement, ça influence les convictions, etc. Et les enfants, parlons-en encore. Les enfants, vous voyez ce que c'est le principe du sexto, voilà, le fait de prendre une photo et de l'échanger. Parfois une photo de moi nu, de ma copine, de mon copain nu, comme preuve d'amour. Allez, si vraiment tu m'aimes, envoie-moi une photo de tes nichons, allez. Ou bien, c'est plutôt la dimension du pas cap. Allez, pas cap, chiche, t'es pas cap. Mais une fois que les jeunes commencent à produire leur pornographie et à la circuler, ils s'en aperçoivent pas, mais ils sont vraiment dans de sales draps. Parce que ça circule très vite, dans tout le lycée, sur Internet, les réseaux sociaux. Et lorsque une jeune fille est appelée salope par tout son lycée, c'est le déménagement, hein. Change de ville. Certaines se tirent une balle. On a commencé par là. Ça, en gros, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le Figaro, c'est déjà 1 ou 2 ans. Bon, 1 sur 5, c'est pas mal 1 sur 5, hein. 19% disent d'avoir envoyé une photo, 38%, ah oui, il y a toujours plus pour les reçus parce qu'on les fait circuler, voilà. Plus pour 38%, en gros, selon les pays, ça va aller d'un 15% à un 30%. Du coup, a priori, il y a 1 enfant sur 10 ou 3 enfants sur 10, selon les établissements ou les écoles, bref, qui tombent dans ce piège-là. Du coup, pas étonnant que la police américaine qui travaille sur l'antipédophilie et la pornographie des enfants disent que c'est une épidémie, ben oui, pas étonnant. Le porno vengeur, voilà, revenge porn, c'est le fait lorsqu'un couple est cassé, ben comme vengeance, je vais publier tes photos intimes en ligne. Voilà, c'est ça l'idée de la vengeance pornographique. Ça commence à 11 ans, disent les enquêteurs. Et c'est un problème, hein. C'est vraiment, vraiment un problème. Pourquoi une contribution de l'Église? Parce que l'Église a un souci pastoral. Voilà. Rien ne laisse l'Église indifférente, rien de ce qui touche la personne humaine. Si vous voulez relire le début de la Constitution Gaudium et Spes, du coup ce grand texte du Concile Vatican II, rien de ce qui affecte l'humanité, ses joies comme ses souffrances, ne peut laisser indifférent l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a un malaise clairement perçu. Par le clergé, mais par les jeunes. Voilà. Les jeunes, très récemment, se sont réunis à Rome pour une assemblée pré-synodale, fin mars. Ils ont publié un document final. Il y a aussi la question de la pornographie. Voilà. Du coup, les jeunes ont partagé cette inquiétude. Parce que les couples aussi en souffrent. Je cite le Saint-Père qui voit l'Église comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un blessé grave s'il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut. Nous devons soigner les blessures. Qu'est-ce que ça veut dire, cette métaphore de l'hôpital de campagne? Et qu'il est peut-être facile de faire une pastorale sur l'amour et la sexualité, sur la théologie du corps, sur la formation des familles et des fiancés. Mais si on oublie la blessure, on travaille sur du cholestérol. Comment arriver à bâtir des concepts de pudeur, de chasteté? Vous imaginez? S'il y a ce vécu, cette souffrance, ce passif? Soyons conscients, donc, réjouissons-nous, les papes ont et ont eu une parole à ce sujet, qui est aussi, depuis Paul VI, une parole prophétique.
vous aurez vu jusqu'à maintenant, je n'ai même pas défini pornographie. Et je vous propose d'y réfléchir quand même. Les sciences sociales parleront d'une œuvre qui a des aspects sexuellement explicites. Voilà, du coup, c'est consciemment fait pour exciter. Voilà. Si a priori je m'excite devant un manuel d'anatomie médicale, ben, ce n'est pas de la pornographie, c'est moi qui ai vraiment un problème. Dans l'intention d'exciter, avec des chances de succès. Voilà, ça c'est de la pornographie. L'étymologie nous renvoie à porneia, quelque chose de malsain, d'illicite, même dans les évangiles. Mais si, vous avez tous déjà entendu ça. S'il y en a un qui chasse leur femme, ils commettent adultère, sauf en cas de porneia. Voilà. Du coup, c'est traduit de plusieurs façons aujourd'hui, mais à l'époque-là, c'était cette idée-là, d'union impure illicite. L'archéologie, ne sachant pas comment classer certains objets très, très coquins, très, très explicites, souvent des Romains ou des Grecs, c'est des objets pornographiques. Voilà. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est obscène. Et l'obscène, c'est ce qui ne va pas sur la scène. Pas pour tous, du moins. On le montre qu'à quelques-uns, mais ça ne va pas sur la scène. Voilà, la pornographie, ça implique tout ça. Mais pour l'Église, alors, je ne vous donne pas les définitions que vous pouvez trouver du Conseil pontifical pour les communications sociales, ni du catéchisme. Je vais directement aller prendre chez Jean-Paul II. La pornographie, bon, ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà de la limite de la honte. C'est un problème avec l'intimité du corps. Voilà. Cette intimité du corps va avec un corps qui est destiné au don. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu. Hein. Voilà. Un corps destiné au don et au fait de se donner dans une dimension réciproque. Voilà. Ce n'est pas mon rapport avec l'écran. Et finalement, tout cela est inscrit dans l'entière structure de l'être humain. C'est un Jean-Paul II. En gros, la pornographie s'oppose à la vérité sur le corps humain, sur la sexualité humaine, sur l'amour. La question du don, de l'intimité, du lien, tout cela relié au corps, la pornographie n'en a rien à faire, elle le balaye tout ça. Ce en quoi elle s'oppose à la dignité. Du coup, lorsque le diocèse, le père Delante, ont proposé de travailler sur l'idée vraiment dignité blessée, oui, vraiment, c'est ça. Donc l'on peut dire, de façon, je pense, légitime, que aucune pornographie n'est acceptable. Pas la plus soft, la plus légale, la plus éthique, je sais pas, c'est en meilleure qualité. Non, tout est condamnable au nom de la dignité humaine. Tout. Après, dans le mal, il y a différents degrés. Voilà. Ces degrés peuvent être selon le scénario, selon ce que ça propose, l'inceste, la zoophilie, je ne sais pas, si le contenu est fabriqué avec des esclaves, avec des acteurs payés régulièrement, voilà, du coup il y a différents degrés dans l'horreur, mais quelque part c'est ça, et c'est au nom de la dignité humaine que l'on peut dire dans l'ensemble c'est pas bien. Mais parlons d'écologie. Vous l'avez été dit, je travaille sur l'écologie. L'écologie comme une idée de relation harmonieuse. Les plantes, les oiseaux, les personnes, les êtres humains, l'agriculture, les questions d'écosystème, voilà. Tout cela nous tient à cœur. C'est une inquiétude que nous avons tous. Et même quelqu'un qui fait de l'écologie intégrale à 45 minutes d'ici maintenant. Voilà. Et l'homme là-dedans. Qu'est-ce que ça peut être l'écologie de l'homme? Je ne dis pas se brosser les dents et manger 5 fruits et légumes, non. Au-delà de ça. Qu'est-ce qui me rend homme, voilà. Si, je ne sais pas, essayez d'imaginer au plaisir que vous auriez à sauver un castor sans ses barrages. Ne pas mettre un castor en cage, comme ici ils ont mis les pans en cage, mais sans les barrages. C'est important les barrages pour un castor, non? Ça fait partie de son environnement, du coup. Et pour l'homme, qu'est-ce que c'est? Je vais vous proposer de réfléchir à l'écologie humaine avec ce tableau, finalement assez simple, dramatique, entre ce que peut être l'écologie humaine, mais dans ce cas, la pornographie, c'est de la pollution humaine. Si d'un côté, vous pouvez le lire, hein, j'espère que c'est assez gros, il n'est même pas coupé à gauche, mais voilà, chaque chose
a son problème en face. D'un côté, il y a le superficiel, le provisoire. De l'autre côté, il y a l'idée de la persévérance, construire une relation. La question de l'engagement, de la fidélité, le corps. En face, c'est plutôt la culture du déchet. Pas besoin de se connaître, je te consomme le temps dont j'ai besoin de toi. La pornographie, c'est avoir, c'est l'apparence. C'est quelque chose de liquide. C'est les réflexions de Zygmunt Bauman sur la liquidité d'une société, où plus rien n'est solide. Et le développement humain intégral, c'est être. D'un côté, il y a l'isolement et l'abrutissement, comme une sorte d'anesthésion sociale. Peu m'importe qui est derrière l'écran, on n'a rien à faire. Peu importe. En face, c'est l'exigence de la charité, de la solidarité dans la réalité. Imaginez, si certains d'entre vous se sont mariés, il doit y avoir une formule dans le genre « je me donne à toi et je te reçois ». Là, c'est écologique. La pornographie, c'est « je te prends et je te jette ». Miser sur la réification, du coup, rendre l'autre objet. On le consomme. Il n'y a pas d'idée de dignité. Je pourrais développer longuement la question de la sexualité comme directement opposée à la famille et à la vie. Plusieurs pratiques sexuelles sont directement anti-vie et anti-famille par ces publicités, par ces scénarios, par la promotion de l'adultère, la promotion de l'inceste, et j'en passe. Et face à cela, c'est une sexualité de la famille ouverte à la vie. Quelque part, il y a l'idée d'une tristesse, malgré beaucoup de promesses. Voilà. Le bonheur est ailleurs, dans le développement humain intégral de la personne. Et si, voilà, là c'est une question que vous vous demandez bien ce que j'ai pu mettre dans cette page blanche. C'est une question que je pose aux plus jeunes d'entre vous, voilà, relativement plus jeunes. La question est, imaginez, faites un effort, ouais. Imaginez un enfant, allez, 8 à 12 ans, un petit garçon par exemple, qui regarde de la pornographie sur un ordinateur dans une pièce, et Jésus qui apparaît dans la pièce, et qu'est-ce que Jésus lui dirait? C'est un exercice d'imagination, c'est la première fois que vous avez la parole de la soirée. La chemise à carreaux par exemple. Monsieur, oui, à votre avis? D'accord, ok. Je garde. Oui, oui. Je t'aime, mais pas comme ça. Ah, ça, d'accord. Bon, encore une troisième. D'accord, bon. Que fais-tu? D'accord, bon. Très souvent, les travaux des confesseurs, des prêtres, montrent que c'est très souvent la première réponse. Il y a cette dimension-là. La dimension de ce que tu fais n'est pas bien. Et ce que probablement dirait Jésus à cet enfant, c'est « je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je regrette que tu sois tombé là-dessus, tu ne devais pas tomber là-dessus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Mais il y a cette conviction qui prime chez beaucoup, ce que tu fais n'est pas bien, comme si c'était le premier message. Et ce que ça implique quelque part, du coup je ne suis pas digne d'être aimé. C'est dégueulasse ce que je fais objectivement. Jésus n'aimerait pas ce que je fais. Et si les gens savaient, ben, ils me rejetteraient. Ma femme, ma fiancée. La pornographie, quelque part, renforce la vision de l'amour comme une récompense, notamment chez les chrétiens. Alors l'amour comme récompense, c'est pas tout à fait notre façon de voir l'amour de Dieu. Mais c'est très très fort. Et malgré la prière, pourtant je prie. J'arrive pas à m'en sortir, bordel. Voilà, c'est très 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 fort. Et cela après va engendrer certaines tristesses. Si je suis tellement minable, il faut que je me récompense moi-même. Plus personne ne peut m'aimer. Heureusement qu'il y a la pornographie qui est là. C'est vicieux, hein?
ça blesse énormément, notamment chez les chrétiens. Beaucoup ont tellement de mal, ils reconnaissent l'importance de la confession, mais ils vont chez différents confesseurs. Trop dur d'aller répéter à chaque fois chez le même confesseur, je suis encore tombé là-dedans, encore une fois, encore une fois. Cela malgré la prière. Donc tout cela, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, vous pouvez l'appliquer dans 2 relations. Mari-femme, parent-enfant. Voilà où est-ce que la pornographie va venir détruire des liens. Voilà. Finalement, si j'ai cette vision, peut-être c'est qu'il ne m'aime pas. Je ne suis pas digne de l'amour de ma femme. Oh, papa regarde du porno. Merde alors. C'est pas se vole, se donne. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Je vous l'ai dit, au début, c'est la Genèse. Ah, ils me regardent comme ça, non. Ils changèrent le regard, ils virent qu'ils étaient nus. C'est bien la Genèse. Ça offre plein d'intuitions. Voilà. Alors oui, la dignité humaine, elle est blessée, et ça, c'est tous les problèmes dont je n'ai pas encore parlé. Parce que ça va déstructurer l'amour, la personne, sa dignité. Écoute, tous les problèmes avant, les dépendances, les problèmes sanitaires, tout ça, n'importe qui peut parler de ça, et c'est très bien, les gouvernements, les médecins, les hôpitaux. Au niveau de l'Église, il faut quand même essayer de voir que c'est le premier commandement de Dieu, ce message d'amour, le premier don, comme un don. La sexualité est un don. Hommes et femmes, il les créa, enfin. Bon. Alors, quelque part, nous sommes arrivés au blanc. Le cercle, c'est la dignité, c'est ce qui est le plus important. Et c'est là que la pornographie va arriver à faire des dégâts. Parce que quelque part, l'omniprésence, l'acceptabilité, le dédouanement de la pornographie, c'est un indicateur. Un indicateur de quel point la société est pornifiée. Et une société très pornifiée, quelque part, va engendrer des personnes qui estiment que la pornographie, c'est normal, c'est acceptable. C'est un cercle. Alors, rapidement, quelques sélections de papes. Voilà, mon ouvrage est une réflexion uniquement à partir des textes des papes. Nous avons Paul VI qui parle de la pornographie des spectacles immoraux et qui se demande où est donc l'écologie humaine. Et lui qui va dénoncer une drogue qui assomme les consciences comme un barrage qui s'effondre, et il fait le lien avec la société, avec la morale publique, avec la dimension sociale. Ben oui, quelque part, ça a un impact. Nous l'avons vu avec l'indifférence et la consommation. Jean-Paul II, j'exprime mon inquiétude au sujet du contenu moral, de la façon dont les médias inondent le continent africain, on pourrait dire d'autres continents. Je mets en garde contre l'envahissement des nations pauvres par la pornographie, Jean-Paul II, 95. Il existe un marché de la pornographie concernant les enfants, Benoît XVI. Mais c'est quoi ce marché? Ils sont deux. C'est le marché qui veut faire des consommateurs et le marché qui en fait des acteurs. Encore Benoît XVI, l'éclipse de Dieu et la diffusion d'idéologies contraires à la famille et à la dégradation sexuelle apparaissent liées entre elles. Tout cela est lié. François, il ne suffit pas de passer le long des routes numériques, juste être connecté. Qu'est-ce qu'il y a comme blessure là-bas? Quel est le témoignage chrétien que grâce au réseau, l'on peut porter pour atteindre les périphéries existentielles? Parce que si on atteint la périphérie existentielle, on atteint le cœur, c'est la cible. François Laudato Si, sur le soin de la maison commune, l'encyclique de 2015, l'écologie humaine implique quelque chose de profond. C'est la relation avec la loi morale, le seul paragraphe de l'encyclique dédié à la maison commune qui parle de la loi morale. La loi morale, eh bien oui, accepter son corps, ses significations. Cela est essentiel pour une vraie écologie humaine. François, la diffusion de la pornographie, bon, je passe toute la citation, elle est récente, l'an dernier, une consommation chez les adultes de pornographie anormale, et il ne faut pas croire qu'une société pareille pourra protéger efficacement les mineurs. Du coup, si les adultes croient que c'est normal, tôt ou tard, les mineurs vont en baver. Il y a de nombreuses sources auxquelles vous pouvez puiser. Des documents du Saint-Siège, des documents du Saint-Père,
Les évêques des États-Unis ont une aide pastorale en 2015 puissante là-dessus, mais de plus en plus des diocèses, des évêques prennent la parole là-dessus. En sortir, il faut adopter une vision intégrale, interdisciplinaire. Voilà, vous voyez ces cercles qui ont tous un petit point en commun. Vous pouvez mettre la pornographie au milieu, comme un doigt. Et après, il y aura une question économique, une question peut-être juridique, une question des institutions, une question de la famille, une question sur la sexualité, et la formation des fiancés, et l'accompagnement, voilà, tout ce qu'il faudrait faire. La pornographie peut être un argument transversal, transdisciplinaire. Ça demande une vision intégrale de la personne et des défis qui nous intéressent. Le catéchisme parle du péché, mais aussi de la structure de péché. C'est efficace comme concept, non? Si je produis, s'ils like, ils partagent, eux deux, ils font un site internet pour répercuter tout ça. Eux, ils font une publicité qui est un peu tendancieuse. Bon, tout ça, c'est structure de péché. Face à ça, il faut une structure de grâce. Je passe en revue. Je m'approche de la conclusion. Il faut alerter, informer. Là, les parents, les éducateurs, ceux qui peuvent constater les dégâts, ont un rôle. Que les gouvernements, la communication et l'industrie aussi, celle d'Internet, celle de la pornographie, évoluent. Il y a une sanction du portefeuille. J'aime pas cette pub, je ne vais pas aller acheter chez eux. Voire une sanction du vote. On peut se protéger. Il y a des logiciels, discipliner évidemment l'usage des écrans dans les familles. Les hotlines, vous voyez ce que c'est les hotlines? C'est le numéro de téléphone d'urgence. Mon fils est tombé sur de la pédopornographie. Qui est-ce que je vais appeler? C'est peut-être pas le commissaire du coin qui est le plus efficace. Peut-être qu'il y a des numéros spéciaux selon les pays où immédiatement des experts de police juridique prennent la relève. Les lignes chaudes hotlines, voilà, où il y a tout le temps quelqu'un qui peut répondre pour une urgence. Ne pas se mettre en situation. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Il est 23h, mes copains me proposent d'aller prendre une pizza. Non, je restais tout seul devant mon écran. Et repérer les cycles à risque. Les cycles à risque, ça peut être, j'ai eu, je sais pas, les mécanismes, ça peut être, lorsqu'on se dit des phrases comme, c'est pas tout à fait du porno. C'est une fille à moitié à poil, c'est du pop, c'est pas... Heureusement que ce que je regarde, c'est pas du porno. On n'est peut-être pas loin. Hein. Ou lorsqu'on se dit, vu les conneries que je regarde, autant que ça soit du porno. On n'est peut-être pas loin non plus. Du coup, peut-être mieux éteindre tout de suite et sortir et rattraper les amis, même si la pizza est froide. Là. Ou aussi, j'ai eu une bonne journée, nickel, j'ai bien fait mon boulot. Je mérite un petit porno là. Voilà. Il y a une évolution juridique, ça c'est les cycles qui nous entraînent à risquer. Il y a une évolution juridique évidemment au niveau de la police, la dissuasion, les sanctions, parce que la technologie évolue, du coup le cadre juridique évolue aussi. Coopération policière internationale et un environnement culturel et socialement réfractaire. Si regarder le porno, ça devient pas très cool, si le mec qui regarde du porno, c'est le mec avec lequel aucune nana ne veut sortir, ça change. Hein. Un prêtre américain suggère aux jeunes filles qui se font draguer de demander systématiquement aux garçons qui tentent sa chance depuis combien de temps tu regardes, quand remonte ton dernier porno. Et si la réponse est moins de 6 mois, dire non, désolé. Voilà. Et exiger qu'il décroche. La prévention, l'éducation, tôt, au niveau des enfants, des lycées, des fiancés aussi, bon, le synode en a parlé, mais évidemment c'est quelque chose de positif, c'est une vision progressive à une éducation sexuelle intégrale, avec de l'affectivité, avec du lien, avec de la relation, avec une vision sur la fertilité, etc., sur la famille. Arriver à tendre la main, comprendre quels peuvent être les mécanismes de guérison et d'accompagnement de ceux qui en souffrent, quelle est la responsabilité du groupe, de la communauté là-dedans. Le témoignage des familles et des couples, très important. Je ne vais pas développer. Le témoignage de ceux qui en sortent, aussi très édifiant. Tout cela, évidemment, est à personnaliser, selon les cas, et avec beaucoup de tact et de confiance. Ne jamais minimiser, je vous en ai parlé. Quelqu'un qui dit « j'ai du mal avec ça », ça se trouve, il y a vraiment une souffrance derrière. Une fille qui dit « j'ai envoyé mon image à Rémi », les parents, c'est alerte rouge. Hein. Il faut vraiment faire gaffe. Les dégâts peuvent aller très, 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 très loin. Il faut une disponibilité pastorale. Eh oui.
Il faut que les prêtres soient là, sur la brèche. Formation, accompagnateur spirituel, efficace. Est-ce qu'il y a quelques mots, quelques catchwords pendant une confession qui peuvent aider quelqu'un? A-t-il besoin d'une stratégie pastorale, d'un lien avec les thérapeutes? Je ne sais pas. Ça, c'est juste une grille que nous n'allons pas remplir, mais ça peut vous donner une idée de tous les acteurs qui peuvent faire quelque chose de l'État, les éducateurs, les parents, et l'industrie des communications, et toutes les différentes choses, la prévention, l'envie d'y retourner. Voilà, que peut-on faire? Qui peut faire quoi face à la guérison, aux réseaux sociaux, à la culture réfractaire, etc. On peut réfléchir par rapport à cela. Ça, c'est le travail d'un prêtre du diocèse de Lincoln aux États-Unis. Voilà, le rouge, c'est son problème. Son problème, c'est que les gens consomment la pornographie, se masturbent, qu'ils fassent n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qu'ils aillent dans des clubs, strip clubs. Alors le problème, il s'inscrit dans un cadre jaune. Que les personnes soient plus... C'est le risque, le jaune, voilà. C'est qu'ils soient pendant plus de 20 minutes par jour sur les réseaux sociaux. C'est pas bien. S'ils ont le téléphone dans leur bedroom, dans leur chambre à coucher, c'est pas bien. S'ils cherchent des photos de célébrités, Beyoncé, Lolita, les célébrités un peu sexy du coin, c'est pas bien. S'ils ont un contact négatif avec leur famille alors qu'ils ne consomment pas de pornographie, c'est pas bien. Et s'ils tombent accidentellement sur la pornographie sans en chercher, c'est pas bien. Voilà. Ça, c'est sa jaune de sécurité, c'est le jaune. Et puis le bleu pâle, ça va être sa thérapie, direction spirituelle, avoir de façon hebdomadaire des conversations téléphoniques, la confession, des logiciels, soutien spirituel. Là, les 12 steps. 12 steps, c'est une pédagogie qui ressemble aux alcooliques anonymes. Voilà. Mais orientée évidemment à la sexualité. Du conseil, 15 minutes d'études des Saintes Écritures par jour, etc. Cela peut se présenter aussi sous la forme d'un entonnoir, c'est assez efficace. Vous imaginez, pratiquement tout le monde a besoin de la confession, quelques-uns d'un logiciel, un peu moins peut-être d'un accompagnement spirituel, encore moins d'une thérapie, encore moins d'un groupe, mais voilà, se dire quelles sont les priorités, quels sont les sites dans ma communauté, dans ma paroisse. Beaucoup d'initiatives se développent. Libre pour aimer est un parcours de l'Emmanuel, un livre. Pour Reliquor est une association donc voilà, que j'ai aidé à fonder en Italie il y a 1 an et demi. Integrity Rest aux États-Unis. Covenant Eyes, c'est un des logiciels les plus efficaces. Ça a été développé par des chrétiens aux États-Unis, pas par des catholiques mais par des chrétiens. C'est lourd, hein, c'est le téléphone, c'est l'ordinateur, c'est ça, on voit des rapports régulièrement à quelqu'un. Du coup, quelqu'un sait tout ce que vous avez fréquenté sur Internet. Et il y a aussi un bouton spécial pour « Je suis tenté, je coupe tout ». Et si vous voulez avoir de nouveau accès à votre appareil, il faut appeler les gars pour dire « Non, c'est bon, j'ai passé la crise, s'il vous plaît, je vais pas y aller, remettez-moi mon Internet, s'il vous plaît, voilà ». Certains diocèses ont vraiment des bureaux spécialement équipés pour tout cela. En conclusion, avec cette photo des Dolomites, il y a ce passage assez intéressant dans la lettre sur la sainteté qui a été publiée lundi dernier, voilà, cette exhortation apostolique sur la sainteté. Quelque part, le Saint-Père nous invite au discernement. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a la prise de conscience, elle y est. Après, c'est la question du discernement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cela vous aura inspiré d'une façon ou d'une autre. Et encore, bon tout et bon discernement.